Alors, pour ce REX aujourd'hui, je vais le refaire du coup parce que l'enregistrement n'avait pas commencé, pardon. Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, REX Vague B à destination des agents comptables CIFAC. Donc, REX Vague B des agents comptables, de certains agents comptables qui étaient dans la vague B vers les agents comptables qui vont passer en vague C, D, E. Vous avez peut-être vu hier. Si vous pouvez couper vos micros, sauf si vous faites partie des agents comptables qui vont intervenir, merci. Si vous avez des questions, on vous donnera la parole, bien sûr, mais... Donc, on a eu beaucoup de questions provenant de la communauté des agents comptables et qui voulaient un peu savoir comment ça s'était passé, avoir un retour d'expérience du point de vue des établissements. Donc, ça va être l'occasion aujourd'hui. Alors, c'est un REX à chaud, hein, puisque toute la migration n'est pas encore terminée, mais voilà, les agents comptables qui vont intervenir vous le diront. Mais ils ont passé une grande partie de la bascule. Leur établissement sort en production, donc ça paraissait pertinent qu'ils reviennent vers vous à ce moment-là. Sachant que les établissements vaccés sont en pleine préparation de la migration et qu'on va leur livrer leur pré-prod d'ici peu. Donc tout se prêtait à ce REX aujourd'hui. J'arrive à changer le slide. Voilà, donc il y a 3 agents comptables qui ont accepté de répondre à l'interview d'aujourd'hui. Donc tout d'abord Marie-Laure Grisel, donc agent comptable de l'INSERM. On vous a mis quelques éléments, voilà, parce que contrairement aux autres, vous connaissez peut-être un peu moins son établissement. Peut-être Marie-Laure, tu peux intervenir pour dire dans quel contexte vous êtes venue sur CIFAC+. Oui, merci, merci Carole Laure. Je suis ravie d'être parmi vous pour ce REX sur la bascule à CIFAC+, de l'INSERM. L'INSERM qui n'est pas un EPST, un PSCP comme vous, mais un EPST, qui présente la particularité par rapport à la migration que vous êtes en train de préparer, d'une part de migrer d'un outil qui n'est pas un outil SAP, vers CIFAC+, donc on ne connaissait pas SAP, et par ailleurs qui, en termes d'organisation, repose sur une organisation déconcentrée sur des agences comptables secondaires. Donc en tout, on a 11 agences comptables secondaires, qui a nécessité quelques adaptations en termes de modélisation dans l'outil. Donc un double challenge pour nous, découvrir l'outil et remodéliser notre organisation dans CIFAC+. Voilà. Donc, je suis à votre disposition. On va échanger sur la façon dont ça s'est passé, sans tabou, et à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Marie-Laure. Avec nous, il y a également Jean-Gilles Loireau, donc l'agent comptable de Sorbonne Université. Jean-Gilles, également, si tu peux te présenter et présenter brièvement ton contexte. Bonjour, je suis Jean-Gilles Loireau, agent comptable de Sorbonne Université. Un budget d'1 milliard et à peu près 100 000 factures par an, une belle agence comptable. Alors, le contexte, nous, on était déjà sur CIFAC depuis 2008, depuis l'UPMC, la première vague et Paris 7 et les autres. Donc, on connaissait bien CIFAC. Le choix de passer à CIFAC, initialement, il a été fait en 2025 pour quelques raisons, avouables et d'autres non avouables. Les raisons avouables, c'est qu'on espérait une amélioration de la démat avec CIFAC+. Et on espérait, et là on a eu certainement le nez fin, on s'est dit que moins on serait nombreux, mieux on serait accompagné, ce fut le cas. Donc ça c'est le point positif. Le moins avouable, c'est que en 2025, il y a des élections chez nous en fin d'année. Je me voyais mal passer à CIFAC+, avec des groupes de projets se réunissant pendant la campagne électorale. Donc il fallait éliminer ce point-là, mais ça c'est un point spécifiquement, on va dire, Sorbonne Université. Et si on rajoute sur le non avouable, je pense que le 2027 sera mon dernier exercice comptable. Donc, il n'était pas possible pour moi de passer en 27 non plus, puisque 26, ce n'est pas possible avec les élections. 27, ce n'est pas possible parce que ce serait mon dernier exercice comptable et je partirai ensuite. Donc, c'est ça qui nous a guidés et qui m'a un peu poussé à convaincre notre communauté que l'année idéale pour le passage, c'était la vague B. Merci Jean-Gilles. Après, ce que tu n'as pas précisé aussi, c'est que ton établissement est issu d'une fusion, donc ce qui fait que c'est un très gros établissement et que la volumétrie à migrer était à peu près similaire à celle qui est côté maintenant INSERM.
Oui, Voilà. très grosse volumétrie, et c'est bien de l'avoir précisé. On a fusionné au 1er janvier 2018 avec une structure budgétaire assez lourde qui est restée. On n'a pas fait de changement de structure, même si je vois que la question a été posée et qu'on y répondra peut-être ultérieurement. Donc, on va dire des données complexes à migrer et 3700 contrats de recherche à gérer. Et puis, du coup, comme vous êtes deux gros établissements, on interviewe aussi un agent comptable d'un établissement plus petit. Donc, Laurent, je ne vous vois pas, mais si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous présenter? Si, normalement, je suis là. Ah, Vous je vous m'entendez? vois, oui, il y a trop de Ouais. monde. Bonjour, donc moi je suis, on va dire, à peu près à 10 fois moins que mes deux précédents intervenants, donc l'INP Toulouse qui regroupe en fait 3 écoles d'ingénieurs toulousaines. On est un établissement donc quand même avec un statut EPSCP, et pour le coup, dans les motivations pour passer sur la vague B, je rejoindrai un petit peu Jean-Gilles sur le côté bénéficier d'un accompagnement plus fort et plus appuyé, plus personnalisé. Et de ce côté-là, effectivement, vraiment, je tiens à remercier Virginie notamment, qui a été notre guide d'aveugle pendant toute cette période, avec toutes les autres équipes évidemment. Il y avait un contexte d'élection, puisque nous avons changé de gouvernance en juillet, mais ce n'est pas ça qui nous a arrêtés. Non, mais vraiment, il y avait l'idée aussi qu'on avait identifié des faiblesses dans le mode d'administration de l'outil chez nous, et que le mode service nous tentait. On avait subi une cyberattaque en 2022, donc on était particulièrement attentif à cet aspect-là de la sécurité informatique, et puis envie de rentrer dans ce projet le plus tôt possible. On était en démat déjà, et là aussi, les solutions de démat étant annoncées pour être en fin de vie, on s'était dit qu'il fallait rapidement basculer sur la solution. Donc voilà à peu près en grande ligne les motivations pour passer à CIFAC Plus dès la vague B. Merci à tous les trois. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, on a eu énormément de questions et merci beaucoup à tous les agents comptables. On ne va pas pouvoir répondre à toutes, sinon on est là jusqu'à demain. Donc, j'ai essayé de regrouper en 6 thématiques. La première étant processus de migration et calendrier de bascule. Donc, voilà, je vois que ça passe. Les principaux points d'interrogation que se posent les établissements, hein, c'est combien de temps a duré la migration, temps, phasage, voilà, comment vous avez procédé, combien de temps il vous avez fallu pour basculer les objets, sur combien de temps s'est déroulé l'entièreté de la migration. Beaucoup de questions sur les dates clés, arrêt des flux, sur l'interruption et continuité d'activité. Donc ces questions, elles sont revenues au moins 20 fois, formulées différemment, donc c'est pour ça que j'en ai fait une synthèse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner la parole un peu à tous les trois pour avoir un peu les grandes lignes de votre migration, les dates clés sur ce processus-là de migration. Alors, avant que je donne la parole à Marie-Laure, il faut savoir qu'eux, ils ont migré par fichier, puisque le lien forcément d'un logiciel non SAP vers CIFAC Plus, ça n'était pas possible. Donc leur process de migration était un peu différent, mais sur la logique, identifier les objets et migrer, je pense que c'est quand même un peu la même chose. C'est les mêmes programmes de reprise, par contre, que ce que vous allez avoir tous. Ouais. C'est juste qu'au lieu d'aller chercher les données directement dans l'ancien CIFAC ECC, bah là, ils ont dû préparer les fichiers depuis leur ancien outil. Voilà. Ouais. Du coup, Marie-Laure, si tu veux prendre la parole. Vous faites bien de le préciser quand même, parce que ça explique aussi notre organisation et notre planification de la bascule qui a été pensée très très en amont de la bascule. Plus d'1 an et demi, voire même 2 ans sur certains aspects, notamment métier, avant la bascule, parce qu'on avait une vraie problématique de recettage de nos données dans l'outil, de leur mise en conformité, ce qu'on appelle mapping. Carole Laure, tu dis si je dis des bêtises, mais c'est ça, je crois.
de la mise en forme de nos données pour qu'elles rentrent dans SIFAC et ensuite de la vérification de l'intégration des données. Et parfois, ça ne marchait pas obligatoirement du premier coup. On s'y est repris à plusieurs reprises. Donc, le vrai rush de la bascule, on a commencé vraiment à le sentir en fin d'année dernière. Donc, on a basculé au 1er janvier. Quand on a commencé à finaliser nos fichiers d'intégration, on va dire novembre, décembre, là, ça a été une grosse accélération. Et on est encore, comme l'a dit Carole Laure tout à l'heure, en train de migrer, puisqu'il nous manque encore quelques éléments de migration. Il nous reste notamment les immobilisations et les financements externes de l'actif qui sont quasiment bouclés et qu'on ambitionne de reprendre là bientôt. Mais on a réussi, grosso modo, à tenir le calendrier qu'on s'était fixé en termes de reprise des données. Voilà. Ça, c'est le temps de la migration, on va dire, assez long côté INSERM. Je ne sais pas si les collègues veulent rebondir sur ce point-là, de leur point de vue. Je peux. Alors, exactement comme la collègue de l'INSERM, donc je ne vais pas revenir sur la situation où on en est aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près au même stade. Moi, quand je parle de reprise de données, j'aimerais bien parler au préalable de la mise en qualité. Alors, s'il y a une alerte à faire, cette alerte se situe pour moi, cette première alerte de ce côté. Nous, on a fusionné au 1er janvier 2018 et comme je l'ai dit en amphi devant la communauté de gestionnaires, imaginons une maison qui n'a pas été nettoyée pendant 6 ans. Donc, il y a plein de poussière partout, et notamment sous le tapis, des engagements non soldés. Et donc, nous, ça nous a permis, et je l'ai signalé lorsque j'ai présenté le compte financier, un des faits marquants de 2024, ça a été de nettoyer les flux, donc, entre guillemets, d'améliorer la qualité des comptes. On a eu des grosses surprises et je vous conseille vivement de vous y atteler dès que possible et de vous débarrasser du superflu qui vont venir polluer vos données lors de la bascule. Pour moi, ça, c'est le premier message d'alerte. Il y a encore du temps par rapport au basculement, c'est de travailler d'ores et déjà un petit programme, une étape de nettoyage des flux avant de passer à vraiment la migration des fichiers. Je me retrouve dans ce qu'a dit la collègue de l'INSERM. Moi aussi, dans ce que tu as dit. Oui, effectivement, je ne vais pas faire long. Il y a effectivement cette mise en qualité qui est essentielle. Pour nous, ça a été surtout côté tiers. Hein. On a supprimé plus de 10 000 tiers dans notre base et pourtant, on est un petit établissement. D'autant qu'après, les tiers, c'est un vrai sujet. Donc, plus vous ferez de ménage, mieux ce sera, avec les difficultés des fois de faire des choses qui vous bloqueront à la réouverture. Donc, soyez efficaces, mais soyez circonspects. Dès lors que vous avez des doutes, nous, on avait décidé de supprimer tout ce qui avait plus de 2 ans, et enfin qui n'avait pas été mouvementé depuis plus de 2 ans. Et on a eu quand même des surprises, donc ça peut arriver. Dans les sujets, il y a quand même aussi les questions qui se posent sur la date d'arrêt à l'exercice avant bascule. Nous, on a fait le choix de passer un maximum d'opérations avant la fin et donc de ne pas fermer par anticipation SIFAC. Et donc, on est allé jusqu'au bout de la gestion pour, au contraire, justement, apurer un maximum d'engagement, un maximum de PNS et avoir une reprise qui porte sur un minimum d'objets. Donc, aller vraiment jusqu'au bout de la gestion. Alors, si je peux me permettre d'ajouter, je rebondis sur ce que vient de dire Laurent. Par rapport à la date que vous allez choisir pour arrêter votre gestion, bien avoir en tête un rétro-planning et derrière, mais je crois qu'il y a la question est sur la slide, il y a des sujets de plan de continuité d'activité à réfléchir. Donc, côté INSERM, nous, la gestion, on l'a arrêté en plusieurs temps, en fonction des flux. Les flux de commandes, on les a arrêtés fin novembre dans l'ensemble de nos labos. Alors, c'est 8000 chercheurs, mais c'est 8000 contrats et 350 unités de recherche côté INSERM. Donc, il fallait qu'on coordonne tout le monde. Donc, on a dit stop fin novembre. Mi-décembre pour les paiements en agence comptable secondaire et on a été jusque fin décembre pour les paiements côté agence comptable principale. Donc, comme toi, on a essayé d'aller au maximum du maximum pour passer à un maximum d'opérations.
et avoir un minimum de postes non soldés à reprendre dans SIFAC, dans notre nouvel outil. Donc, il faut vraiment bien anticiper ce calendrier de clôture, et c'est un travail qu'on a commencé dès le début de l'année 2024 à réfléchir sur un plan de clôture adapté à la bascule. En associant, et c'est extrêmement important pour ceux qui sont concernés, les commissaires aux comptes, parce qu'ils sont partie prenante à l'affaire, et qu'on soit bien calé sur le calendrier avec eux. Merci beaucoup. Donc, bon, là, comme vous ne représentez pas tous les établissements, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en moyenne, il y a eu 2 mois d'interruption. Alors, soit, par exemple, pour Marie-Laure, les commandes, c'était novembre, janvier, et ils ont repris les commandes février. Soit plus pour Laurent, par exemple, c'était janvier, février, ces mois d'interruption, et ils ont repris en mars. Globalement, à quelques jours près, vous avez tous eu 2 mois d'interruption par flux. Et après, comme elle le dit Marie-Laure, il ne faut pas le réfléchir, je bloque tout pendant 2 mois, c'est vraiment flux par flux. Voilà, je vais donner un exemple assez simple, mais j'arrête la saisie des tiers et donc je peux commencer à les reprendre dans SIFAC+, puis j'arrête la saisie des marchés, je peux commencer à les reprendre. Et bien que vous ayez stoppé la saisie des référentiels, vous pouvez continuer à faire des engagements ou des paiements. Et puis après, pareil, quand vous stoppez les engagements, vous pouvez commencer à les reprendre, etc. etc. Donc, il faut voilà, le réfléchir flux par flux, date d'arrêt, date de reprise, avec, que vous avez fait, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, avec comment je gère les exceptions pendant la période de clôture. Et pareil, réfléchir à ça en amont. Voilà, pour ne pas être pris forcément au dépourvu et que tout le monde se prétende comme un cas exceptionnel, avoir défini les règles peut-être en amont. Voilà, c'était pour compléter, puisque... Et penser, enfin, si on peut dire... mais tu regardes si tu veux, oh là là. Coupez vos micros, s'il vous plaît. C'est incroyable. Du coup, gérer en parallèle... Alors oui, par exemple, effectivement, nous, on a basculé les tiers avant la fin de l'exercice. Hein. Voilà. Voilà, nous, en fait, dans notre déploiement, ce qu'on vous dira, c'est qu'on préconise d'arriver à migrer un maximum de référentiels sur décembre sur la prod S4, de manière à ce qu'au 1er janvier, comme vous ne pouvez plus engager de flux au titre de N-1, hein, ça c'est GBCP, vous êtes sûr qu'au moins cette partie-là, elle est faite et que vous pouvez commencer à câbler vos flux dès le 1er janvier et non plus faire que du référentiel et du coup retarder l'ouverture en SWAT de SIFAC+. Pensez aussi à gérer en parallèle, en fait, pendant cette fermeture-là, comment vous allez gérer les ordres de mission, les paiements qu'il faut anticiper parce que le fournisseur, lui, il faut qu'il continue à vivre. Donc, il y a des moyens quand même avec la TG maintenant qui vous sont offertes, même pour les gros montants. Vous avez les cartes achats. Comment vous consignez la donnée aussi du parallèle papier, on a envie de dire. Hein. Parce qu'il faudra forcément à un moment donné le réintégrer dans l'outil et que ça pas perdre de temps à recollecter les infos. Donc ça aussi, pensez à mettre en œuvre des matrices et des points de contrôle en interne, en fait, pour câbler ces éléments-là. Ouais, si je peux compléter ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important le plan de continuité d'activité, parce que bon, quand même, le temps d'interruption, tu l'as dit, Carole-Laure, c'est à peu près 2 mois. Voilà. Donc c'est quand même un peu long pour nos fournisseurs, voire nos agents en termes de mission. Donc nous, on avait mis en place un plan de continuité très détaillé par typologie d'opération, en définissant des règles, c'est-à-dire dans quel cas on acceptera de faire une dépense hors outil, parce que c'est un cas d'urgence, parce qu'on n'a pas pu l'anticiper, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe qu'on n'avait pas prévu. Donc, on avait défini des règles très précises. En plus, quand on a des agents comptables secondaires, il faut donner des règles. On a aussi mis en place des matrices, effectivement, visant à recenser, par exemple, les commandes papier qu'on ne pouvait plus faire dans l'outil, dans des tableaux au format SIFAC+, pour qu'on puisse ensuite les réinjecter en masse. Ça fait gagner quand même du temps. Même chose sur les frais de mission, enfin les OM qu'on a fait version papier. Ça, c'est de l'organisation. On l'a formalisé, on a fait un plan écrit.
On a diffusé les tableaux supports du collationnement des éléments utiles et on a surtout beaucoup communiqué pour accompagner cette période un peu délicate de la continuité d'activité où nos utilisateurs, que sont à l'INSERM les chercheurs, eux continuent à travailler et avoir besoin d'un certain nombre d'éléments pour faire leurs recherches. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je complète sur le sujet par rapport à ce que viennent de dire mes deux collègues. Moi, j'avais pris l'option, la règle, c'était pas de dépenses hors outils, pour éviter ce que j'avais subi lors du passage à CIFAC en 2008. À côté de ça, c'est facile de le dire, puisque nous avons à peu près 230 cartes achats et qui n'ont pas été surutilisées pendant la période. C'est assez surprenant. Et l'autre information, on a commencé à informer nos fournisseurs très rapidement. On a fait une information par Chorus Portail Pro et une information par mailing à partir des adresses des relances fournisseurs. Ce qui a permis d'anticiper un petit peu, mais on n'a pas choisi de ni sortir le chéquier, ni de mettre en place. On a dû signer en mode dérogatoire de 3 ou 4 engagements de l'établissement réclamés par des fournisseurs pour des marchés, mais engagements sur forme papier, mais ce n'est pas allé sur on va dire, des prises d'engagement, d'autorisation d'engagement dans CIFAC. Alors nous, on a juste dupliqué notre plan de continuité d'activité de la période cyberattaque, donc c'était assez calé pour nous. On avait construit ça en 2022, donc on a calqué notre plan. Carte achat préconisée, effectivement, c'est un des moyens de satisfaire à la continuité d'activité, mais on a quand même payé, alors pas beaucoup, mais de façon significative, notamment nos fluides, quand ça commençait à tirer avec EDF, Gaz de France, etc., au mois de février. Là, on a quand même commencé à payer avec DVP. Hein. Donc, tout ça, c'est des opérations après à reprendre dans CIFAC Plus à la réouverture. Mais grosso modo, quand même, les inquiétudes portent effectivement sur est-ce que je vais pouvoir en cas d'urgence. Donc ça, c'était de ce côté-là qu'il fallait rassurer. Les fournisseurs, on a communiqué à minima parce que de toute façon, on s'est dit que c'était pas pertinent d'affoler tout le monde parce qu'on ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait réouvrir. Et finalement, bon, la perspective qu'on s'était donnée à fin février, elle n'était pas hyper décalée par rapport au délai de paiement. Et pour le coup, comme on avait payé jusqu'au bout du bout au mois de décembre, ça ne faisait pas un énorme décalage. Donc, on a choisi de faire une communication à minima vis-à-vis des fournisseurs et d'avoir un message type, des éléments de langage quand ils relançaient, en expliquant qu'on changeait de système d'information et qu'on s'excusait platement des délais supplémentaires de paiement. Alors pour compléter les propos de Laurent, chez nous, le premier paiement, on l'a fait le 12 février. Et vous allez rire, hein, les dépenses les plus urgentes, c'était un tout petit paiement dit de dépenses sensibles, remboursement des droits étudiants et aide sociale. Mais chez moi, ça avait une portée politique qui dépassait l'entendement. Donc, ce n'était même pas des fournisseurs, mais c'est vraiment des tout petits paiements. On a dû payer peut-être 30 000 € et il devait y avoir 150 lignes de petits montants qu'il fallait régler impérativement. Alors, côté INSERM, les premiers paiements, c'est aussi à mi-février. Et c'était aussi des dépenses sensibles, assimilables. Moi, ce que j'appelle la rémunération, c'est les gratifs de stage. On en a beaucoup, qu'on a payé en premier. Ensuite, pour compléter ce que disait Laurent, nous, on a fait de la communication sur Chorus Pro. Ça marche très bien. C'est assez facile à mettre en place. Et puis, je trouve que ça limite aussi les relances des fournisseurs, au moins au début. Parce qu'une fois qu'ils trouvent un peu le temps long, après, on est inondé de relances et ça perturbe beaucoup l'activité des services. Moi, j'ai des services facturiers à l'INSERM, donc qui étaient un peu embêtés de devoir faire face à des relances nombreuses. Voilà. Donc, mais c'est important de communiquer auprès des fournisseurs, je trouve, en étant serein, je veux dire, on n'a rien à cacher, en leur disant les choses. Et grosso modo, ça s'est bien passé. Pas mal de cartes achats aussi, ça aide. Voilà. Et très peu, finalement, de dépenses urgentes en outils, hormis quelques cas d'urgence, mais vraiment très limités. Donc, finalement, ça se gère très bien. Mais tu l'as dit, Laurent, le plus important, c'est de rassurer l'établissement en leur faisant comprendre que la vie continue et qu'on a les moyens de répondre aux besoins
à travers le plan de continuité d'activité, même si au final, on l'utilise très peu. Merci à tous les trois. Après, voilà, Jean-Gilles disait que c'était des petits montants, mais ça peut être politiquement très sensible. Si vous versez des bourses, des gratifications de stage ou toute aide sociale, voilà, ça peut être des choses à planifier en priorité pour éviter la montée. Passer à la télé. Voilà, voilà, passer à la télé. Passer à la télé. Voilà, si vous voulez passer à la télé, nous non plus, pas pour ça en tous les cas. Donc, voilà. Après, un autre sujet qui est beaucoup revenu, c'est comment vous êtes préparé, comment vous avez testé, comment vous avez formé vos utilisateurs. Voilà, nous, pour l'INSERM, on l'avait mis un peu en avance. On a mis la première pré-prod en mars. Pour l'ensemble des autres établissements, c'était plutôt juillet, la mise à disposition de la pré-prod. Et une fois qu'on a mis à disposition la pré-prod, il y a eu beaucoup de tests de reprise en premier. Alors, Pas mars. Ah, pardon, merci. Mais c'est déjà loin, c'était il y a un an. Mais oui, tu as raison, c'était mai. On voulait mars, mais on a réussi qu'en mai. Et juillet pour les autres. Voilà, donc bon, après, on va vous laisser la parole. Du coup, une fois que vous avez eu ces pré-prod, comment vous avez réalisé vos tests et formé vos utilisateurs? Je commence. Oui, regardez le même ordre, ce sera plus simple. D'accord. Alors, tu l'as dit, pré-prod en mai, donc on basculait en janvier, hein, avec le contexte que j'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on découvrait SIFAC. Donc, pour nous, d'avoir accès à la pré-prod, c'était aussi un moyen de s'acclimater à l'outil, parce qu'on le découvrait, et de repenser nos process. Donc, on a fait quand même un gros travail là-dessus. Et c'est à travers la réalisation des tests qu'on a fait en pré-prod qu'on a pu découvrir les process, les transactions. Et là, pour le coup, j'ai vraiment eu besoin, et je l'en remercie, elle est parmi nous, d'une référente fonctionnelle SIFAC qui nous a rejoint à l'INSERM parce qu'on avait besoin d'une connaissance métier, et on avait notre correspondante Ingrid, qui est là aussi, je crois, quelque part. Salut Ingrid. Qui nous a bien accompagnés pour cette prise en main et cette découverte de l'outil. Alors pour nous, c'était vraiment un double challenge. Et du coup, on a un peu cumulé la découverte, les tests, la préparation des modules de formation. C'est extrêmement lourd et il faut le penser. L'accompagnement des agents, on en parlera peut-être après. Quand on ne maîtrise pas l'outil, c'est pas évident. Donc pour nous, ça a été quand même très compliqué, mais on s'en est très bien sorti parce qu'on était accompagnés. Et on avait en plus ici à l'agence comptable un prestataire pour nous accompagner dans la partie mise en qualité mapping. Bon, chez nous, c'était plus simple puisqu'on faisait un passage de SIFAC à SIFAC+. Donc, là où on a commis une petite erreur, bon, je n'ai pas tout dit, mais dans notre équipe, on a notre chef de projet, on l'a perdu début janvier 2025. Donc, on a dû se réorganiser et même faire une réunion d'urgence pour savoir si on maintenait le passage à SIFAC+ en 2025, mais on l'a maintenu. Le petit tort, s'il y avait quelque chose à rectifier, moi je dirais qu'on n'a pas fait assez de tests. C'était entre les mains, plus ou moins, notamment les tests de bascule du chef de projet qui nous a quittés en janvier. Du coup, on a, à mon sens, on n'a pas suffisamment testé et ça nous a coûté un petit peu de temps par la suite. Et pour la formation des utilisateurs, comme on passait de SIFAC à SIFAC+, moi, pendant toute cette période, j'ai vendu que SIFAC+, c'était SIFAC avec un plus, donc les transactions étant les mêmes. Ça ne nécessitait pas de remettre tout le monde dans les salles de formation. On a à peu près 400 gestionnaires. Je me voyais mal passer les 400 gestionnaires en formation parce que comme partout, et je pense que mes collègues, y compris ceux qui vont basculer, qui n'ont pas encore basculé, le vrai problème, c'est pas c'est pas SIFAC, hein, c'est le métier. Donc, on a peut-être intensifié un peu plus les formations métiers pour que les gens comprennent un peu mieux ce qu'ils font. Après, SIFAC plus étant SIFAC, on n'a pas eu de formation technique, opérationnelle spécifique. On a fait des amphis en montrant les écrans. Certains ont trouvé ça moins beau, c'est le cas, c'est vrai. Et c'est resté à ça. Voilà. Et par contre, on a une campagne de formation là en 2025 qui est lourde. On repart de la base, notamment avec les formations métiers préalables. Alors du coup, j'ai peut-être une question complémentaire. Parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que vous n'avez pas démarré avec les nouveaux écrans Fiori au jour d'aujourd'hui, hein, c'est ça?
Jean-Gilles. Oui, oui. Voilà. C'est qu'en fait, je ne sais Oui. pas si tout le monde l'a compris, il y a sur le scénario de démarrage, on ne vous force pas à démarrer tout de suite sur toutes les nouvelles fonctionnalités. Vous avez l'année, en fait, on peut résumer comme ça, pour passer sur les nouvelles fonctionnalités. Donc après, vous pouvez du coup repenser votre plan projet avec un scénario pour le démarrage, on va dire en février ou en mars, et puis monter vos formations pour plutôt les nouveaux écrans et les nouvelles fonctionnalités. En revanche, côté INSERM, pas le choix. Ils n'allaient pas passer sur l'ancien CIFAC et le nouveau après. Du coup, ça a été full sur toutes les nouvelles fonctionnalités, toutes les interops, Nautilus compris. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'ils s'y sont pris le plus tôt possible la formation. C'est vrai qu'on a oublié de préciser au démarrage, mais l'INSERM, vous avez démarré avec ESR Mission, Nautilus, et CIFAC Plus, le tout. À la totale. Oui, la totale. Et voilà, et donc il n'y avait pas forcément d'intérêt à former les agents aux anciens écrans puis aux nouveaux écrans, donc ils ont formé directement aux nouveaux écrans. Mais le choix qu'a fait Jean-Gilles est vraiment une option qu'il faut envisager. Si vous n'avez pas le temps de reformer tout le monde aux nouveaux écrans, notamment pour le flux de la dépense, les faire partir sur des écrans quasi similaires. Je dis quasi parce qu'ils ne sont pas totalement pareils, même s'ils sont très proches. Ils sont moins beaux. Ils sont moins beaux. Il faut partir sur Fiori, c'est plus joli, Jean-Gilles, après. Non, alors, pourquoi il dit que c'est moins beau? Vous n'avez plus l'accès par SAPGI. Vous faites que de l'accès web. Ouais, et c'est vrai que des fois, ça peut rendre un peu moins joli. Les boutons de validation sont des fois en haut au lieu d'être en bas. Donc, même si globalement, la ME21N reste la ME21N, la F-02 reste la F-02, c'est pas mal de faire ce qu'a fait Jean-Gilles, de les remontrer en amphi parce qu'ils sont un peu différents. Et on l'avait vu avec Limoges, des fois, ne serait-ce que le bouton, il n'est plus en bas à droite, maintenant il est en haut à droite, ça peut perturber certaines personnes qui sont réfractaires au changement. Donc voilà, ça change quasiment pas, mais un tout petit peu. Et après, vous pouvez faire l'option de changer pour la dépense totalement, donc demande d'achat, commande avec les nouveaux écrans, mais ça sous-entend qu'il faut former le personnel. Et après, il y a la partie des maths quand même où les écrans changent. Jean-Gilles, là, tu n'as pas eu le choix pour ton équipe service facturier, puisque l'ancien module des maths Citésoft n'étant plus présent. Là, par contre, c'est obligé les nouveaux écrans pour la démat. Mais on a le troisième exemple, l'INPT. Voilà. Du coup, maintenant, ça faut suivre. Et Laurent, comment ça s'est passé chez vous? Du coup, alors, c'est quoi le périmètre, du coup vers quelle version vous êtes allé, en fait? Fiori, pas Fiori Alors, nous, on est allé en Fiori direct et on était en service facturier, donc on a basculé sur la démat en direct. Alors, moi, je serais un peu en retrait, mais c'est certainement le vécu différent avec Fiori, la fiorisation. Moi, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer quand même les changements que représente le nouvel environnement, l'organisation des écrans. Enfin, moi, les remontées que j'ai, je ne suis pas quelqu'un qui saisit dans CIFAC Plus tous les jours, loin de là. Je pense qu'il y a quand même un travail d'identification des changements d'écran dans les transactions, évidemment, avec le nouveau module des maths qui perturbe beaucoup l'équipe actuellement encore. Voilà, donc il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Nous, on avait fait le choix aussi de recourir au prestataire Sopra pour de la formation, pour amener un plus sur ces modifications-là. Bon, ça a été convaincant sans plus. Sur la partie que vous avez évoquée de la pré-prod, on était un peu en retard. Nous, on a démarré, on a mis un peu de temps à se mettre en ordre de marche. Donc, on a eu la pré-prod de mémoire avant l'été, ce qui a fait que finalement, le vrai travail de test, il s'est effectué plus tardivement peut-être que pour l'INSERM et pour Jean-Gilles. Voilà, l'ergonomie, moi je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a sur les équipes, parce que pour moi, ce n'est pas juste cosmétique, il y a quand même des choses qui agissent différemment, qui sont nouvelles, et je crois qu'il faut préparer les équipes, et certainement que nous, on ne les a pas suffisamment préparées.
Alors oui, effectivement, si vous mettez en place, ce qui est votre cas à l'INP, le nouveau module dépenses avec les workflows intégrés, il faut former et préparer le personnel puisque c'est différent de ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Déjà, la demande d'achat, ce n'était pas un élément qui existait. Les workflows de validation de commandes étaient très peu utilisés. Alors, certains le faisaient avec CIFAC Web, mais ce n'est pas du tout la même ergonomie. Voilà, pareil, après, vos gestionnaires en amont, ils vont recevoir les workflows du service facturier qui sont différents de ceux qu'ils avaient avant. Donc oui, je pense que la remarque de Laurent est pertinente. Voilà, si vous partez sur les nouveautés, il ne faut pas sous-estimer le changement que ça va engendrer et dans votre organisation et la formation qu'il va falloir adresser à vos personnels. Après, il y avait une remarque aussi pertinente de Jean-Gilles, il faut tester la solution. Il faut l'éprouver. Il faut l'éprouver. Alors, il y a... voilà. En plus, enfin, on va être transparent, la vague B a fait quand même grandement office de vague pilote, puisque l'année d'avant, il n'y avait que 3 établissements qui sont partis, dont une seule université qui n'avait pas mis en place ni Fiori Dépenses ni la démat. Donc, que ce soit le module Fiori Dépenses ou le module démat, ce sont vraiment la vague B, les pilotes. On vous remercie d'ailleurs, enfin, ça c'est un message général de l'AMU à toute la vague B. Cette phase de test a été plutôt compliquée puisque vous révéliez certaines anomalies qu'on n'avait pas vues avant, liées au cas de gestion ou à la volumétrie. On a essayé de tout corriger. Il nous reste encore quelques corrections à mettre en œuvre non bloquantes ou d'optimisation. Voilà, mais quoi qu'il en soit, pour la vague C, il se peut que vous ayez encore des modélisations qui n'ont pas été éprouvées pour la vague B ou une personnalisation différente de vos collègues. Donc, voilà, il faut partir du principe que je migre et je teste la continuité de mes flux. Et si ça ne marche pas, il faut qu'on analyse, et enfin, voilà, on est toute une équipe pour ça, pour vérifier est-ce que c'est dû à vos données, et donc comme on est toujours en phase de pré-prod, il est toujours temps de les corriger pour la prod, est-ce que c'est dû au programme et nous on le corrige, est-ce que c'est dû à un paramétrage manquant et on vous le rajoute, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs facteurs. Et si vous ne testez pas, ça veut dire qu'on va découvrir ça en production, ce qui est le cas quand même pour plusieurs établissements à vague B, et c'est toujours dans la précipitation, l'urgence, le stress. C'est mieux de faire ça de manière plus calme avant sur les pré-prod. Donc voilà, j'appuie ce qu'a dit Jean-Gilles, il faut tester avant et tester ou s'approprier, en fait, définir les processus aussi que vous allez utiliser. Mais voilà. Tester également des solutions de contournement pour justement, au moment où on part en prod et qu'éventuellement le correctif n'est pas encore livré, qu'on puisse anticiper. Voilà, même si a priori il y aura moins d'anomalies plus on avance dans le temps. Voilà, il y a toujours des cas. Et puis aussi, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la base CIFAC Plus qu'on vous met à disposition, ce n'est pas votre base CIFAC ECC qu'on a migré. C'est un nouveau, enfin voilà, une nouvelle solution dans laquelle vous migrez vos données. Donc tous les points de paramétrage que vous aviez fait avant, si vous ne nous l'avez pas dit, ils ne sont pas présents dans la base. Si vous aviez fait des spécifiques, ils ne sont pas présents dans la base. Ce qu'on a constaté avec Virginie, c'est que des fois, ces paramétrages ou ces spécifiques avaient été faits par des équipes avant la vôtre. Donc, vous ne savez même pas ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que c'est important de tester, parce que du coup, c'est dans la phase de test qu'on se rend compte que, ah oui, sur ECC, en fait, vous aviez modifié la solution. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur CIFAC Plus? Des fois, non. Donc, du coup, comment on procède maintenant et quel changement, quelle conduite du changement il faut mener auprès des équipes? Voilà, donc, ne sous-estimez pas cette phase de test, même si la solution ne va faire que s'améliorer, hein, c'est quand même notre objectif. Voilà, il peut y avoir des cas qui vous sont propres, qui sont nécessaires à tester. Je voudrais juste rajouter une chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que nous, on a été aventureux et en fait, il y avait une modification structurelle dans le budget qui était le rattachement d'un SACD au budget principal, et donc ça se faisait au moment de la bascule. Et donc, si vous avez l'idée saugrenue de faire ce genre de choses à l'occasion de la bascule, je vous le déconseille. Voilà, c'est juste une petite alerte. Une grosse alerte. C'est vrai que voilà, si vous combinez CIFAC Plus avec d'autres changements majeurs, ça augmente à chaque fois le risque et les tests qu'il faut associer.
Des fois, on n'a pas le choix, malheureusement, Laurent. J'ai eu des sites qui sont contraints de fermer, fusionner ou autre. Alors, côté INSERM, Voilà. sur ce sujet-là, Carole Laure, et pour répondre à ce que tu dis, Laurent, nous aussi, on aime bien les défis à l'INSERM et on a fusionné des agences comptables en même temps. Voilà. Ça complexifie un peu le jeu. Bon, voilà. C'était pas assez difficile comme ça. Non, c'était pas assez, la marche n'était pas assez haute pour nous. Bref, mais bon, on y est arrivé. Ça s'est passé essentiellement à travers les fichiers de reprise, donc on a réussi à le faire. Et ça après, fonctionne. pour Laurent aussi, il y a toute une partie transco, voilà, donc pareil, de mapping qu'il a dû faire pour ces changements. Donc c'est pareil, j'imagine qu'il y aura encore des cas un peu comme ça, même si tout le monde souhaite qu'il y en ait le moins possible. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper et tester ces cas un peu particuliers. Voilà, après, il y a eu beaucoup de questions aussi sur la gestion de la clôture comptable, budgétaire, données comptables. Voilà, donc comme vous l'avez tous compris, il y a quand même 2 mois d'interruption. Donc les questions, c'était surtout, voilà, est-ce que ça n'a pas posé de problème au commissaire aux comptes, la sincérité des comptes, comment vous avez géré la clôture en parallèle de la migration, etc. Donc je vais vous redonner la main pour répondre à ces questions. Alors, bien entendu, quand on réduit la gestion, on peut présupposer qu'il va y avoir un impact sur la situation patrimoniale de l'établissement. En fait, ce n'est pas du tout ce qu'on a constaté à l'INSERM, puisque comme on avait bien communiqué en amont, nos gestionnaires avaient anticipé les choses, ce qui fait qu'on ne s'est pas retrouvé avec 11 mois de dépenses, mais plutôt avec 12 mois et demi. Parce qu'ils ont anticipé le fait qu'on ne rouvrirait pas tout de suite. Voilà. Donc, on a aussi ressenti une forte augmentation, enfin une augmentation quand même des charges à payer, des CAPAC en comptabilité. Aussi, et là pour le coup, on ne l'avait pas obligatoirement mesuré à ce point-là, un fort impact sur la comptabilité à l'avancement sur les contrats de recherche, parce qu'on a pris l'option de prolonger, enfin de négocier avec nos financeurs et de prolonger les contrats qui arrivaient à échéance 31 décembre et autour du 31 décembre, pour ne pas se mettre en difficulté, de ne pas pouvoir produire les bilans financiers, de ne pas avoir intégré toutes les dépenses, par exemple, relatives au contrat. Donc, on a prolongé les contrats, ce qui m'a majoré un peu ma compta à l'avancement d'un certain nombre de contrats qui ne devraient plus y être. Bon, après, les commissaires aux comptes, comme je le disais, comme on les a associés très, très en amont à la préparation et du calendrier de clôture et de la clôture, et qu'on leur a fait part de nos états d'âme sur ce type de sujet, nous ont suivis tout le long, accompagnés, ont donné leur aval sur certaines opérations pour lesquelles on s'interrogeait. On avait de la transco à faire, notamment. Et au final, ils ont certifié sans réserve, comme d'habitude, l'INSERM, en soulignant l'intérêt, et là je rejoins les collègues, de la mise en qualité, parce que c'est aussi le moment de faire un peu de toilettage, même si bon, on essaye de suivre ce qui se passe dans la compta, mais c'est aussi le moment de s'occuper des dossiers qu'on avait laissés de côté et qu'on s'était dit qu'on regarderait plus tard et qu'on n'a jamais repris. Voilà, donc ils étaient très satisfaits de cet aspect-là. Donc j'ai trouvé que c'était gagnant-gagnant au final. Voilà. Ah, et un point de vigilance quand même, les comptes d'imputation provisoire. Voilà, mécaniquement, on a stocké un peu. Alors, à ASU, concernant cette partie 3, il y a eu de l'anticipation, mais comme on a pu engager et payer jusqu'au dernier moment 2024, il n'y a pas eu d'impact sur les comptes 2024. On avait également travaillé en amont avec les commissaires aux comptes, notamment lors du premier intérim en octobre. Et du coup, j'ai pris les devants. Je me souviens d'avoir fait un mail aux commissaires aux comptes pour leur expliquer le contexte de leur intervention, en expliquant bien que les personnes qui étaient chargées de la clôture étaient les mêmes qui se chargeaient du basculement vers CIFAC+, et que je leur demandais d'être peut-être un peu plus précis que d'habitude, de plus travailler sur les flux en amont sur l'intérim d'octobre, c'est ce qu'ils ont fait, et de simplifier la vie des cadres d'agence comptable durant le dernier intérim de février. Et c'est ce qui s'est passé, donc certification sans aucun problème, et les commissaires aux comptes ont été très compréhensifs puisqu'ils ont été informés en amont. Les commissaires aux comptes, c'est des gens qu'il faut rassurer. Alors, du moment qu'on les rassure, notamment sur la reprise des données, en leur parlant de qualité, en leur parlant de la continuité du service, il faut être totalement transparent et ça se passe super bien dans ce cas-là.
Donc, même chose, donc revue intérimaire plus poussée et qui préparait avec la mise en qualité la clôture de façon un peu plus qualitative, je dirais. Et par contre, on les a fait intervenir très très tôt, donc semaine du 20 janvier. Donc dès qu'on a vraiment terminé la comptabilisation des dernières opérations de 2024, ils sont intervenus dans la foulée. Donc l'audit de certification qui s'est bien déroulé sans difficulté. Oui, effectivement, quelques capacs supplémentaires parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas intégrer, mais enfin, c'était maîtrisé, démontré. Donc, il n'y a vraiment eu aucune difficulté sur cette certification des comptes 2024. Par contre, oui, c'est important ce que vous avez dit, ce sont les mêmes équipes hein, dans nos agences comptables qui font le recettage, les modules de formation, les formations, la clôture. Donc, il faut faire attention à ça. Tout ce qu'on peut anticiper, planifier en amont, déminer avec les commissaires aux comptes, c'est autant de temps gagné pour les équipes parce que c'est quand même une période très, très, très chargée. Nous, on a produit la balance finale vers le 13 janvier. Comme toi, Laurent, ils sont intervenus très tôt, nos commissaires aux comptes, mais ils sont restés un peu plus longtemps. Donc, au final, on n'a pas gagné grand-chose. Voilà. Je pense que le point sera abordé certainement un peu plus tard, mais effectivement, le management des équipes, notamment de l'agence comptable, qui jouent un rôle majeur à la fois sur le basculement CIFAC Plus et la clôture des comptes, ça réclame quand même beaucoup de temps. Moi j'y ai consacré du temps, de l'énergie, de la gestion de stress. Je n'ai pas eu de psy, mais il y a des moments où je me suis posé des questions. Il faut vraiment chouchouter cette équipe. C'est-à-dire que, je pense le dire plus tard, mais nous, par exemple, dans le cadre de la mise en place du CIFAC Plus, j'avais souhaité qu'il y ait une prime spécifique projet, et c'est ce qu'on a mis en place sur le fondement de l'article L964.2, afin que ces personnes soient reconnues pour ce travail supplémentaire, parce que dans cette période déjà très compliquée qu'on vit habituellement de la clôture des comptes. Et pour répondre, je vois qu'il y a des questions dans la conversation sur la reprise des flux logistiques et des PNS. Nous, à l'INSERM, on a repris l'ensemble de nos PNS. On vient de terminer avec les clients. Il nous reste, comme je disais tout à l'heure, les IMO FEA, mais c'est quasiment prêt. Donc voilà, c'est séquencé en fait, on ne les reprend pas tous en même temps. Hein. Et après, voilà, donc apparemment, c'est un collègue de Nanterre qui vient d'arriver. Oui, j'ai voilà, donc ce qu'on a déjà dit, mais on le répète, tout le monde n'a pas fini sa reprise des PNS et encore moins des IMO, puisque la plupart n'ont pas commencé, ou même Marie-Laure, ils ont préparé, pareil, là je pense que, moi j'espère que Jean-Gilles aussi, vous avez mis en qualité et préparé côté ECC, donc ce qui équivaut à préparer le fichier pour Marie-Laure. C'est normal. C'est normal, c'est peut-être pas souhaitable, mais c'est normal, puisque en fait, comme l'ont dit Jean-Gilles et Marie-Laure, les équipes ont été très prises par la clôture, très prises par la reflux de logistique. L'urgence a été de rouvrir l'exercice, de rouvrir les paiements. Donc, voilà, les autres sujets ont été séquentialisés, parce qu'on ne peut pas tout paralléliser à un moment, sauf si vous avez 20 personnes, mais je pense que personne n'a le luxe d'avoir tout ce personnel. On aimerait, nous aussi, on aimerait être plus nombreux à la nuit pour vous accompagner, malheureusement, on ne peut pas. Après, là, il y a eu des webconf qui ont été spécialement faits pour la vague B pour finir de les accompagner dans cette reprise des PNS. Donc, il y en a eu une générale sur les principes. Et il y a des accompagnements individuels avec les équipes en charge de la bascule. Donc, en tous les cas, ça risque d'être bientôt fini. Enfin, ça risque. C'est pas un risque, c'est plutôt une chance. Ça va bientôt être terminé pour la reprise des PNS pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et les IMO, ça va suivre. Voilà. Avec quand même une contrainte assez forte, c'est que vos équipes, vous les avez sollicitées depuis au moins novembre. Donc, elles ont bien besoin aussi de semaines de vacances. Donc là aussi, ça n'a pas forcément été anticipé dans tous les établissements. Donc, l'opérateur de migration, même avec sa bonne volonté, il a le droit d'être en congé. Donc, ça stoppe la migration, ça, il faut le savoir. Et il ne faut pas négliger non plus, c'est qu'en fait, lorsque vous êtes en mode reprise, votre circuit il est fermé aux utilisateurs. Vous êtes en mode reprise 31-12, N-1. Dès lors où vous partez en exécution, ces actions-là de devoir repasser
au 31-12. Déjà, psychologiquement, il faut se replacer en mode reprise, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et en plus, il faut fermer le circuit à vos utilisateurs. Donc, c'est potentiellement une journée où vous arrêtez l'exécution 2025 ou pour votre cas, Vaxé 2026 et plus, et on remet la base en l'état. Voyez, donc ça aussi, il faut l'anticiper et ça peut aussi ralentir du coup les migrations complémentaires parce que du coup, vous faites une interruption de service pour passer les migrations, vous rouvrez et donc ça aussi, ça ralentit et ce qui explique que c'est toujours pas finalisé. Après, contrairement à la GBCP, vous serez contraint de reprendre toutes vos IMO avant la fin d'exercice. Et nous, la MU, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que toutes les IMO soient repris, même à chaque fois, l'été qui suit, ou plus tard, l'été qui suit la bascule, pour vous permettre d'aborder sereinement le second semestre et préparer la clôture, parce que ça sera votre première clôture sur CIFAC+. Donc l'urgence, c'est rouvrir l'exercice, puis finir les reprises comptables, IMO, tout ça avant l'été, pour après préparer la clôture de l'exercice en cours. Parce que voilà, la vie ne s'arrête pas. Voilà. Donc nous, l'objectif en accompagnement de déploiement, c'est bien de vous sensibiliser sur ces points-là et de vous aider justement à avancer au plus vite pour justement favoriser la première clôture et que tout soit dans la boîte, quoi. On a aussi des contraintes outils qui font que typiquement vos IMO, vous ne pouvez plus les reprendre 2 ans après. Ça, c'est fini. Voilà. Même si on est d'accord, ce n'était pas acceptable, mais l'outil sur CIFAC ECC le permettait. Là, on a une contrainte, c'est forcément dans l'année suivante. Donc, Moi, j'ajouterais un point de vigilance RH là, que tu as un peu abordé, mais comme on arrête la gestion quand même en dépenses un petit peu, les agents se retrouvent inoccupés. Donc, même si on les met en congé un peu, congé tout le temps, on a quand même profité de ces périodes, entre guillemets, d'inactivité pour refaire vraiment des formations de base métier, parce qu'on avait besoin aussi de renforcer un peu nos compétences dans ce domaine-là. Et des formations outils, beaucoup de formations outils et beaucoup d'échanges avec les équipes, des webinaires, des petits focus par Teams pour maintenir un petit peu les équipes à bord, parce qu'elles ne se sentent pas à l'écart du projet et qu'au moment où on ouvre l'outil, c'est un peu ce qui s'est passé dans les services facturiers, ils étaient tellement impatients de le voir parce qu'on leur avait fait des démos dans tous les sens, qu'ils étaient dans les starting blocks et à fond pour payer. Après, c'est la suite de nos discussions, je crois. On a attendu nos factures Chorus. On va en reparler. Mais du coup, on va passer au slide d'après. Juste un petit point d'organisation de la réunion. On prévoit une petite session de questions. Hein, donc, je ne sais pas à quel moment, mais va falloir qu'on accélère du coup un petit peu pour qu'on puisse prévoir un échange. Voilà, donc vous inquiétez pas. On poursuit sur les slides et puis à la fin, on prévoit cet échange. Donc, Après, il y a beaucoup de points qu'on a déjà abordés, donc voilà. je pense que ça ira un peu plus vite. Celui-là, on ne l'a pas trop abordé. Il y a beaucoup de questions sur interface, interopérabilité, modules complémentaires. Donc, toute la partie modules et fonctionnalités spécifiques, je pense qu'on l'a abordé, c'est les modules Fiori. Donc là, on a vu, l'INSERM, ils ont tout pris parce que de toute façon, ils ne connaissaient pas l'ancien, donc autant former le nouveau. Côté Sorbonne, ils sont partis plutôt sur l'existant pour faire du progressif. L'INP, ils aiment bien les défis, donc ils ont fusionné leur SAIC et ils sont partis sur les nouveautés Fiori. Pour le module Convention Plus, il y avait pas mal de questions là-dessus. Il me semble, et je pense que c'est plus que il me semble, il n'y a que vous, l'INSERM, pour l'instant, qui avez mis en place ce nouveau module. Pour la simple et bonne raison que ce n'était pas totalement finalisé en janvier et donc nous on a peu communiqué auprès des autres sites de la vague B. Mais voilà, même principe que ce qu'on se disait avant. Côté INSERM, ils n'allaient pas former les gens aux anciens écrans pour les reformer aux nouveaux. Donc on les remercie, ils ont éprouvé en live ce nouveau module. Mais il n'est pas terminé, hein. Il y a quand même... La partie reporting est en train n'est pas terminée, mais
Alors, qu'est-ce que c'est le nouveau module Convention Plus? C'est des écrans différents pour ouvrir les conventions, basés sur ce que vous connaissez, mais avec épuration de toutes les zones qui sont plus utiles. Simplifier la programmation pluriannuelle en permettant de saisir le budget sur l'année en cours et les années suivantes dans une seule transaction plutôt que faire plusieurs FMBD. C'est aussi la revue de la clôture budgétaire pour permettre d'être conforme à la nouvelle réglementation qui interdit les reports directs et autorise juste de la reprogrammation. Les workflows des jalons. Les workflows des jalons aussi, pour alerter les gestionnaires quand leurs jalons de facturation sont à échéance et pour qu'elles émettent la facture. Voilà. Et ce qui va arriver prochainement, c'est tout l'aspect reporting intégré, plus complet des conventions. Donc sur ça, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et puis après, intégration avec d'autres applications, alors, je ne suis pas sûre que les agents comptables, soit des DSI, maîtrisent toute l'interop de leur écosystème, mais pour ce qui les concerne, Chorus, ESR Mission. Voilà. En sachant que pour l'instant, nous n'avons pas mis en œuvre une API qui permet de s'interfacer avec un logiciel d'IMO. Donc ça, personne ne l'a fait. Et pour PayFip, c'est en cours de test avec tout. Non, c'est pas tout, c'est Sorbonne, justement, avec vous, Jean-Gilles, mais ce n'est pas encore en prod. Donc pour ce qui les concerne et ce qui est en prod, c'est plutôt Chorus, ESR Mission. Après, il y a d'autres choses comme les décisionnels, mais bon, vous n'êtes peut-être pas les meilleurs acteurs pour parler de ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des points là-dessus. Moi, je mettrais juste un point de vigilance sur Chorus et l'intégration des factures qui se sont stockées dans Chorus pendant les périodes de fermeture des flux. Nous, à la réouverture, on avait 16 000 factures. Et le rythme de reprise est quand même assez éprouvant, parce qu'on ne peut pas reprendre beaucoup de factures à la fois. Et là, pour le coup, c'est très frustrant pour les équipes de voir arriver les factures au compte-gouttes. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on attendait nos factures. ESR Mission, j'allais dire, c'était plus compliqué que je trouve que SIFAC. Parce qu'on a eu beaucoup de soucis d'habilitation, de provisioning. Enfin voilà, ça a été très très compliqué pour nous, je trouve. Voilà. C'est un gros chantier, hein, je pense que je sais pas si dans la salle d'autres ont mis en œuvre ESR Mission, mais si vous l'avez fait en général, voilà, c'est quand même des projets un peu lourds aussi. Donc on a cumulé avec le reste. Hein, donc, oui. Après, vous aviez du volume aussi dans ESR Mission. Il y a combien d'agents je crois qu'il y a plus de 9000 personnes non, qui peuvent faire des... Il y a 9000 personnes et ça continue à augmenter. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est très lourd quand même pour le coup. Ouais. Enfin, après, on a un peu essuyé les plâtres aussi pour le coup. Ouais. Je sais pas si, voilà, Jean-Gilles Laurent, vous voulez parler de Chorus, parce que je crois que vous aussi, le démarrage a été un peu compliqué. Oui, mais je remarque que l'INSERM, c'est-à-dire que quand on a récupéré les factures, ça a été une grosse volumétrie due à l'interruption, donc c'est assez impressionnant. Ça, il faut aussi de l'accompagnement, mais en interne. On y va tranquillement, on y arrivera. Alors pour nous, ouais, pardon, tu as fini, Jean-Gilles? Non, vas-y. Oui, j'ai fini. J'y vais, oui. Alors, je vais encore une fois être. Voilà. Pour nous, ça a quand même été la crise de nerfs, Chorus Pro, puisqu'on s'est retrouvé avec un nombre important de factures qui étaient recyclées automatiquement, qui repartaient chez les fournisseurs, qu'on n'arrivait pas à intégrer. Donc, pour des problèmes de paramétrage, mais qu'on ne maîtrisait pas, enfin, en tout cas de notre côté, on n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Donc, ça a été une période très, très compliquée et on est revenu à la normale que très récemment. Donc, effectivement, entre l'ouverture et l'intégration des factures issues de Chorus Pro, il s'est passé, je dirais, 4 semaines pour revenir à la normale. Et ça a vraiment été un facteur pas de démobilisation, mais de découragement pour les équipes du service facturier. Donc, vraiment, être très attentif au paramétrage de Chorus Pro. On n'a pas eu le temps et on n'a pas eu matériellement la possibilité de faire des tests avec ce qui était proposé dans Chorus, qui est le jeu de données test.
bon, franchement, ce n'était pas pertinent de notre point de vue. Ça n'apportait rien. Donc, voilà, c'est vraiment le point noir, franchement, Chorus Pro à l'ouverture. Pour nous, ça a été vraiment un calvaire. J'ajoute, Laurent, que le jeu de données test Chorus, honnêtement, ça ne nous a pas vraiment aidé. Voilà. D'accord. Ouais. C'est retour d'expérience là, ce qu'on se dit nous et ce qu'on a parlé avec Fabrice qui est en charge de ce module, et ce qu'on va proposer à la VACC, c'est qu'à un moment donné, brancher leur chorus de prod sur la pré-prod pour tester la volumétrie. Pourquoi c'est possible? Parce qu'on a mis en place un module dans Chorus, enfin Chorus, voilà, Chorus Plus, quoi, qui permet de retélécharger des factures qui auraient déjà été téléchargées. Donc, l'enjeu au redémarrage de Chorus, c'est d'identifier les factures que vous aviez déjà téléchargées, mais pas eu le temps de comptabiliser pour les reprendre dans CIFAC+, mais aussi tout ce que les fournisseurs ont déposé sur le portail pendant la fermeture, parce qu'eux, ils n'arrêtent pas de vous facturer. Hein. Même si vous communiquez, hein, c'est ce que vous avez tous dit, vous avez communiqué pour autant, et après c'est normal, hein, c'est le jeu, dès qu'ils doivent vous facturer, ils vous facturent, et donc... et ça, nous, on avait un peu des appréhensions en interne. Est-ce que l'outil va supporter la volumétrie? L'outil a supporté la volumétrie. On a eu des petites difficultés de paramétrage pour les multisociétés. C'est le cas que tu as eu, Laurent, en particulier. Donc ça, bon, maintenant, on a appris. On sait bien comment paramétrer les multisociétés pour que ça ne pose pas de problème. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut un peu préparer les équipes, hein, comme le disait Jean-Gilles. Vous allez recevoir des milliers de factures selon votre taille, donc proportionnelle à votre taille, parce que pendant 2 mois, les gens continuent à poser des factures, vous allez tous récupérer d'un coup. Voilà, donc c'est possible de tester avec l'environnement de Qualif, mais où il y a peu de données. Mais voilà, c'est probablement plus pertinent, et on l'a fait, je crois qu'avec un seul établissement cette année, c'est Nice ou Tours. On a branché leur prod sur leur pré-prod pour tester la volumétrie, mais du coup, on va envisager de le faire ça pour tous l'année prochaine. Comme ça vous permet, une fois que vous avez fait vos reprises, d'avoir un vrai jeu de données, voir si ça se map avec votre commande, vos services faits, et voilà, se rendre compte de la tâche que vous allez avoir en prod après. Et fiabiliser le parcours utilisateur, du coup. Ouais, aussi. Et voilà. Donc, bon... Fabrice a pu faire de l'accompagnement individualisé avec les équipes, notamment celle de Laurent, pour regérer tout ça, mais voilà. Donc, on va aller un peu vite ce qu'on a dit. Difficultés rencontrées, point de vigilance. Pareil, il y a des choses qu'on a déjà dit, mais que je vais redire. Voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez fait office de pilote et on vous en remercie. Tous les programmes n'ont pas marché de façon optimale pour la reprise aussi, hein. On ne va pas se mentir. Donc, il y a eu des reprises par fichier, il y a eu des reprises à la main pour compléter et terminer. Du coup, ils ont utilisé les fichiers que tu as utilisés, Marie-Laure, pour reprendre leur delta quand les programmes ne sélectionnaient pas tout. Voilà, nous, on a une campagne d'amélioration encore en interne pour que les programmes soient encore... optimisé, voilà, pour la VACC. Voilà, il se peut que vous soyez confronté au fait que certaines données ne soient pas automatiquement sélectionnées pour X ou Y raison, souvent en lien avec la mise en qualité, si les programmes fonctionnent bien. Et voilà, vous serez sûrement amené, même si on ne le souhaite pas, à compléter cette reprise semi-automatique par du chargement manuel, on va dire. Voilà, voilà, nous, on va optimiser les programmes. Vous allez essayer de mettre en qualité autant que faire se peut. On va éprouver là, sur ce 2e trimestre, la reprise avec la VACC. Un peu les bilans et enseignements pour l'AMU, en tous les cas. Je ne sais pas si vous avez des points de vigilance à remonter. Je pense que vous l'avez beaucoup dit sur la mise en qualité, mais est-ce que vous avez d'autres points, peut-être pour vos collègues? Non, on l'a dit, Carole-Laure, mise en qualité des données, conduite du changement, accompagnement du changement auprès des équipes, c'est important, mais aussi auprès de l'établissement lui-même. Hein. Il faut montrer qu'on pilote le projet et que
il y a une équipe projet et que ça avance, parce qu'on a fait des retours réguliers à la direction de l'INSERM. Ouais, c'est quand même un très, très gros chantier. Il faut l'anticiper un maximum. C'est vraiment ça le conseil que je veux vous donner, c'est l'anticiper. Y compris à travers le PCA, les choses qu'on n'avait pas imaginées qui pourraient arriver, il faut tout prévoir, hein, il faut tout prévoir. Mais au final, on a réussi notre bascule. Il y a encore des choses qui ne sont pas opérationnelles, mais voilà, je pense qu'on a fait un gros travail jusqu'à maintenant et on est assez content. Voilà. Il me reste juste mes factures du coup de vente, Carole. Oui. Ouais, un élément important qui vient d'être signalé là quand on parle de communiquer, de rassurer, ne pas oublier les équipes politiques parce que la question qui revient souvent, c'est ça démarre quand? Alors c'est quand? C'est quand? Les laboratoires passent par les vice-présidents, voire directement à la présidence pour dire qu'on va tous mourir et on est en train de tuer la recherche et la formation si on ne paye pas demain. Donc il faut rassurer l'équipe présidentielle qui elle-même communique sur le sujet au travers de ces réunions. Il ne faut pas penser uniquement aux réunions techniques, aux acteurs de la gestion financière et à l'équipe projet. Bien évidemment, ceux-là, il faut les rassurer, mais il faut aussi prévoir un message continu à destination des dirigeants de l'établissement. C'est très, très, très important. C'est ce qu'on appelle aussi le portage politique, parce que ça leur permet aussi de disposer d'éléments de langage afin de rassurer la communauté quand ils sont amenés à se présenter lors des réunions habituelles qui se déroulent dans nos établissements. Moi, je rajouterais deux choses. Effectivement, la composition du comité de pilotage ou du groupe de pilotage, ça, c'est vraiment essentiel. La faire la plus disciplinaire possible et que chacun se sente impliqué dans le projet. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qui nous a permis de passer les moments difficiles parce que chacun était impliqué à apporter sa pierre pour les tests et ça a permis de faire passer beaucoup de choses. La deuxième chose, elle ne concerne pas forcément les agents comptables, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut alerter, c'est le côté habilitation, droit et profil métier, parce que ça, c'est quelque chose que, pour ce qui nous concerne, on n'a pas suffisamment anticipé, on l'a fait parfois dans l'urgence. Il faut commencer par faire une revue des habilitations, des délégations, pardon, parce que nos délégations, elles sont parfois embrouillées, confuses, imprécises. Et si ça commence par quelque chose d'embrouillé, confus, imprécis, derrière, on ne s'en sort pas pour construire la table des habilitations dans CIFAC+. Alors, ce n'est pas spécifique à CIFAC+, hein, mais en tout cas, nous, on l'a vraiment subi avec le passage. Donc, anticiper ça aussi, ce n'est pas vraiment du métier agent comptable à l'origine, mais après, ça facilite beaucoup les choses et ça permet d'avoir un fonctionnement fluide pour les workflows, alors, je ne dis pas que les workflows sont fluides, mais ça permet d'avoir des choses cohérentes ensuite dans l'exécution, notamment quand on est en mode démat, c'est essentiel. Oui, alors c'est un point important, effectivement, même si ça vous concerne plus indirectement. Le provisionnement des utilisateurs change fondamentalement avec CIFAC+. Oui. Voilà, les utilisateurs proviennent désormais des IDP établissements. Donc, il y a un sujet, mais qui va au-delà de l'agence comptable, mais c'est bien que vous en ayez conscience, c'est il faut la mise en qualité de ma base utilisateur dans l'équivalent de mon annuaire, mais voilà, en termes DSI de mon IDP. Donc, il faut vraiment veiller, surtout quand vous avez des personnels qui travaillent sur CIFAC, mais qui ne sont pas rémunérés par votre établissement, qu'elles soient bien présentes dans les annuaires. Voilà, donc c'est tout ce travail aussi qu'il faut anticiper. Est-ce que j'ai bien identifié qui va être utilisateur CIFAC+ demain? Est-ce que j'ai bien communiqué cette liste à ma DSI? Est-ce que toutes ces personnes sont bien présentes dans l'IDP? Est-ce qu'elles sont bien transmises à CIFAC? Voilà, est-ce que la DSI a bien compris le process? Donc nous, on refait une salle ouverte demain auprès des techniques de la VACC pour parler avec eux de ça, justement, provisionnement utilisateur, raccordement des API, parce que ça relève plus de leur métier, mais c'est bien que tout le monde ait conscience de ce que font les collègues. Et puis, le point que soulève Laurent, c'est une fois que j'ai transmis ces utilisateurs dans CIFAC+, quel rôle je leur donne?
Donc, quel périmètre métier, en fait, quelles actions vont être réalisées par ces personnes et sur quel périmètre. Et ça, c'est une réflexion qui est métier, même si ce n'est pas forcément porté par l'agence comptable, ça peut être porté par la DAF. La DSI, elle ne sait pas que Madame Paul, qui travaille en laboratoire, elle doit faire des commandes et des services faits si ce n'est pas vous qui lui donnez l'information. Enfin, vous, au sens les métiers. Donc, voilà, c'est un travail, ça, qu'il faut faire conjointement avec eux. Et je suis en phase avec Laurent, il faut l'anticiper parce que ça peut être fait en avance de phase pour éviter d'avoir 15 chantiers en parallèle au moment du démarrage, d'avoir bien cartographié les métiers, qui fait quoi dans chaque métier. Et même éventuellement, quand vous faites votre campagne de test, faire les tests avec les rôles, les bons rôles. Ça veut dire, voilà, je vais tester les commandes, ben, je me mets le rôle métier où théoriquement il y a les commandes et je vérifie si ça marche. Parce qu'on l'a vu, bon pareil, on accompagne, mais là vous étiez que 10, donc c'était plus simple. Il y a eu pas mal d'assistance parce que la personne, elle n'arrivait pas à faire ci ou ça, et parce qu'en fait, il leur manquait des rôles. Donc après, voilà, on répond, on explique et vous corrigez, mais c'est pareil, à chaque fois, ça fait retarder un peu, ça crispe les équipes parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles ne peuvent pas travailler, etc. Donc voilà, c'est des points de vigilance un peu généraux. Voilà. Est-ce que tous mes utilisateurs sont bien identifiés, bien présents et quel rôle je vais mettre à qui? Ça, c'est des choses qui peuvent être anticipées autant que faire se peut. Après, voilà, vous avez des turnovers, il y aura des nouveaux, mais bon, après, ça devient de la vie courante. Si je peux me permettre de Oui, compléter. deux mots sur le point des habitations, pardon. Merci d'avoir abordé ce point. Il faut effectivement anticiper et surtout ne pas faire une erreur qu'on peut commettre quand on est pris dans l'urgence et qu'on a perdu un chef de projet. C'est de s'apercevoir qu'il faut personnaliser les autorisations. Il faut surtout éviter de faire des copier-coller d'un autre établissement. J'ai rien dit. Ouais. Voilà. C'est une catastrophe on vous donne annoncée. des modèles, mais effectivement, il faut les personnaliser. Ah oui, c'est une catastrophe annoncée. C'est-à-dire que là, on prend un mois dans les dents. Et après, je voudrais compléter. On est là dans une communauté de comptables. Le comptable, il a toute sa place dans l'équipe projet, très en amont, parce qu'il faut, voilà, c'est quand même, moi, c'est le message que je passais ici, c'est la compta qui fait foi. Hein. Donc, les objets de gestion, ils doivent coller avec la compta. Et les équipes projets ont tendance à raisonner objet de gestion sans obligatoirement se préoccuper de ce qui va se passer derrière en compta. Donc, il faut être très présent dans le projet, les accompagner et expliquer les enjeux de bien reprendre les objets de gestion par rapport à la compta. Je suis entièrement d'accord et d'ailleurs, j'invite tous les collègues comptables à être porteurs du projet, à jouer un rôle majeur. Pour moi, c'est un projet qui réussit avec l'agence comptable. À défaut, je ne vois pas, avec ce que vient de dire la collègue, elle a entièrement raison, hein, on doit apporter certains sujets. Quand on parle des autorisations, ceux qui vont être chargés de le faire ne maîtrisent pas forcément la complexité de nos métiers, le qui fait quoi, et qu'on peut aboutir à des all-users ou à des gestionnaires côté ordinateur en laboratoire qui a des transactions comptables. On peut aboutir à tout. Hein. Donc, ça remet en cause derrière la qualité de nos comptes et ainsi de suite. Donc, impliquez-vous, mais vraiment au plus haut niveau. Il faut qu'on soit, nous on était deux, hein, il y avait le DGS adjoint chargé des ressources et des moyens et moi qui étions désignés comme étant les responsables de ce projet. C'est encore mieux quand l'adjointe de l'agent comptable est chef de projet CIFAC+. Alors, ouais, c'est encore mieux. Nous, c'est devenu par défaut. Voilà, en cours de route. Il est 46. Ouais, le dernier sujet, c'était impact organisationnel et communication. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, mais au fait qu'il fallait communiquer, hein, je pense que vous l'avez dit, redit, et avoir des porteurs politiques. C'est des chantiers majeurs. Si les politiques ne sont pas avec vous et vous soutiennent, ça rend le sujet plus compliqué. On ne peut en dire plus. Pour ce sujet de communication, il faut considérer qu'il s'agit d'un changement d'outil. Même si on a déjà ici FAC, hein, il ne faut jamais, on va dire, diminuer l'importance de la communication à destination de l'ensemble des acteurs, y compris des acteurs politiques. Surtout dans une année électorale. Vous voyez ce que vous voulez arriver. Si ça ne va pas, ainsi de suite. Donc, à prendre ça au sérieux. Hein, vraiment, nous, on a une collègue qui est chargée de mission à la DGS qui s'occupait de nos réunions, des PV et de la communication. Ça nous a quand même vraiment aidé.
De toute Je pense façon, qu'on dans a le, dit beaucoup de choses. Et dans la il y avait un composition. point aussi. Pardon. Vas-y, Allez-y, Laurent. Laurent, allez-y. Non, j'allais dire juste dans la composition type du groupe projet CIFAC+, il y a cet aspect-là hein, qui est inclus. Donc, il ne faut pas que ce soit un remplissage juste de cases, il faut que ce soit quelqu'un qui va effectivement être capable de porter en termes de communication interne et vers la gouvernance. Mais bon, vers la gouvernance, il y a aussi un copil hein, pour ce qui nous concerne, mais c'est pas juste un rôle de figurant, hein, c'est important. Moi, je voulais juste rajouter un point alors un peu différent. C'était, on en avait discuté avec Marie-Laure, peut-être en amont, voir comment impliquer ou communiquer auprès des agences, je sais pas comment on dit, des agences mixtes, en fait, de l'entité, en Ouais, fait. des UMR. Les unités mixtes. Les Ouais. unités mixtes, merci Marie-Laure. Et puis, Voilà, parce que c'est vrai qu'on a fait le constat que ils se retrouvent parfois, alors des équipes internes qui peuvent travailler sur tour avec des CIFAC différents finalement parce que les choix n'ont pas été les mêmes. Donc peut-être qu'il faut à un moment donné voir comment les intégrer aussi dans la communication et voir quel impact ça peut avoir, quoi. l'avantage maintenant, c'est que de plus en plus de labos, peu importe les tutelles, ont CIFAC. Mais voilà, l'usage est parfois différent entre les tutelles. Notamment lié aux autorisations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il y a un lien avec les autorisations ou les choix. Voire même les choix de modélisation en fait de la solution. Hein. Enfin, un établissement, enfin si l'INSERM a priori l'autre établissement est parti sans, bah forcément le même gestionnaire il se retrouve en fait avec deux modes opératoires complètement différents pour juste faire le même acte de gestion. Je passe une commande, donc ça peut être compliqué après pour la mise en route en fait. Voilà, du coup, si c'est pas faisable, en tout cas, il faut communiquer auprès de cette population pour leur expliquer pourquoi il y a ces différences, quoi. Parce qu'ils ne le vivent pas très bien pour certains. Ouais, mais ils doivent le savoir. Ouais. Ils nous écrivent directement à nous, des fois, on ne sait pas. Il ne faut pas leur répondre. Voilà, c'était bon, je me suis trompée là, c'est pas 8, c'est 6. C'était les 6 points principaux qui étaient remontés. Maintenant, je pense qu'on va profiter des dernières 10 minutes, quart d'heure pour les questions du chat. Du chat, sinon vous levez la main, je ne sais pas. Alors, on n'a pas abordé la question de Ludovic Richard. Donc, c'était concernant les tests de reprise. Donc, vous avez basculé, dit, l'ensemble du référentiel. Est-ce que l'ensemble des flux logistiques en cours et les PNS comptables ou bien échantillons, enfin, votre choix de test. Quand vous avez fait la thèse de reprise, vous avez fait full ou partiel? Côté INSERM, c'était partiel. Oui, partiel. Après, par défaut. Idem, ouais. Par défaut, en fait, si c'est du full, en fait, et c'est après, on peut mettre des filtres selon les objets pour justement faire du partiel. Bon, Marie-Laure, c'était plus simple par fichier, on prend sa donnée à migrer et on atteste, voilà, plus simplement. Mais ensuite, il y avait une question sur l'intégration des relevés bancaires. Il y a, à ma connaissance, pas de sujet. Non, ça c'est. Merci. Du coup, ça s'est fait dans la foulée de l'ouverture, en fait. Mais il y a une difficulté liée au fait qu'on n'a pas les PNS, hein, donc forcément, ça. Voilà. Oui, voilà. En fait, c'est pas immédiatement dans la foulée de l'ouverture, il faut attendre les PNS pour retraiter ensuite les relevés. Mais bon, nous, ça a bien fonctionné dans les 11 agences comptables secondaires. Pas eu de difficulté là-dessus. En fait, la difficulté, c'est que vous allez intégrer relevé, mais comme il n'y a pas le PNS en face, vous ne pourrez pas rapprocher l'encaissement. Voilà. Mais ça n'empêche pas l'intégration, même d'avoir au moins la banque qui correspond à la réalité. C'est déjà ça. Et ça marche, on peut vous le dire, ça marche. Voilà. Une autre question, c'était Valérie qui avait des interrogations sur la fermeture ou pas, si c'est opportun de fermer en fin d'année ou justement de demander une continuité de service en fait. Et si oui, à tout l'établissement ou pas. Si j'ai bien interprété les deux questions. Pour ce qui nous concerne, on n'a rien changé, donc on a fermé
avant Noël. Et on a réouvert, alors, je ne sais plus si c'était le 3, enfin bref, juste après le 1er de l'an. Ouais, nous, on n'a rien changé non plus. Pareil. Alors après, si je prends dans l'ordre. Il y a des remarques plutôt pour nous, l'AMU, comme Oui. quoi on ne répond pas assez vite aux demandes d'assistance. Oui. Alors, pour être transparent, en moyenne, nous avions 50 demandes d'assistance par semaine et nous sommes passés à 200. Et il n'y a pas que les demandes d'assistance CIFAC Plus qui ont augmenté, mais aussi celles de CIFAC ECC. On comprend moins, comme ça à chaud, pourquoi elles ont augmenté côté CIFAC ECC. Du coup, on a commandé des renforts auprès de nos prestataires pour nous aider à absorber la charge, mais voilà, le temps que toute l'équipe soit complètement opérationnelle, on peut avoir perdu un peu de temps. On fait le nécessaire pour prendre en charge toutes vos demandes, hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On priorise, hein, on traite d'abord le bloquant avant de traiter le non bloquant, mais voilà, on s'excuse pour les délais qui peuvent être un peu plus longs. Après, il y avait quoi Une question, celle de Mustapha. Est-ce qu'il y aura un accompagnement spécifique pour les établissements qui n'ont pas la démat et qui, je suppose, du coup, souhaitent passer à démat plus, on va dire. Donc, Alors, là, on a encore un peu pu l'individualiser parce qu'en gros, il y avait 12 sites qui sont passés cette année. On en a 26 l'année prochaine, 30 l'année d'après et 30 encore l'année d'après. On ne sera pas en capacité de faire de l'accompagnement individualisé. Donc, ce qu'on propose, voilà, c'est de faire des séminaires de conduite du changement, de vous présenter en détail ces flux, mais on ne pourra pas aller au-delà. Voilà, c'est pour ça aussi que peut-être Laurent et Marie-Laure ont pris des prestataires. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire les formations aux utilisateurs finaux, ça c'est certain, et on ne peut pas individualiser l'accompagnement à chacun des cas de gestion qui vont être présentés au niveau de l'établissement. Donc pour la démat, on vous présentera la fonctionnalité, on vous la mettra à disposition sur votre pré-prod, on répondra aux demandes d'assistance si nécessaire. On fait des séminaires généraux de conduite du changement, voilà, avec la méthodologie, la recommandation. Et des salles ouvertes. Et des salles ouvertes, avec questions, réponses, questions, voilà. Mais pas plus, parce qu'on n'a pas la capacité à faire plus. Je sais qu'il y a des bruits qui disent c'est très cher, c'est pas plus. Maintenant, avec la redevance de service, c'est encore plus cher. Objectivement, par rapport à ce que vous payerez si vous étiez tout seul à avoir un SAP ou à vous faire héberger par les data centers du privé, nous sommes très clairement en dessous des coûts. Nous, on va faire l'exercice de justifier qu'est-ce que couvrent ces coûts, donc tout ce qu'on a déjà acheté. Et honnêtement, de toute façon, l'AMU n'a pas vocation à le faire, mais on ne fait pas de bénéfices, on couvre juste nos coûts et encore, on fait des avances de trésorerie le temps que tout le monde soit basculé sur CIFAC+. Donc, ceci expliquant cela, on est limité par les moyens que nous avons. Et de toute façon, vu les annonces faites par le gouvernement, je ne pense pas qu'on en aura plus. Donc, on fait un peu comme on peut. Et du coup, pour un peu modérer ce que vient de dire Carole, c'est vous ne serez pas en individualité point à point tous les jours comme on a pu faire avec les sites de la vague B. On s'est permis justement, et ce qui fait que on sait que ça a fonctionné, hein, clairement, parce qu'on a répondu point à point, on a motivé les équipes parce qu'il y a eu des périodes de démotivation, hein, on a été là aussi quand même pour vous aider. Hein. Mais du coup, donc là vous êtes 25, mais vous serez répartis en petits groupes et on insiste fortement pour vous faire parler parce que les sites, on sait qu'en point à point, ils ont beaucoup de choses à dire. Dès l'instant où ils sont 2 ou 3 dans la même salle, ils ont l'impression que ça devient confidentiel et ils ne partagent pas leurs problématiques qui pourtant peuvent être certainement communes aux autres établissements. Donc c'est vraiment ces points-là, profitez-en pour poser vos questions. Nous, on y répond.
L'équipe déploiement, voilà, on essaye vraiment de répondre au mieux. Et si en fait vous ne parlez pas, on va venir vous chercher, mais s'il n'y a pas de répondant, on ne pourra pas vous aider. Donc c'est vraiment de la mutualisation et on souhaite vraiment qu'en fait, dans ces petits groupes-là où vous serez réunis régulièrement, vous puissiez aussi prendre la tâche entre vous, établissements. Parce que ça aussi, ça aide. Et les bonnes pratiques, vous voyez, enfin, voilà, là, on a 3 agents comptables qui ont bien porté le projet, qui portent la bonne parole aussi auprès des collègues. Et nous, on souhaite que même les fonctionnels, vous ayez aussi ce réseau-là, en fait. Après, s'il y a besoin, un point nommé, il y aura un point individuel, mais ce ne sera pas le courant. Des questions sur combien coûte l'accompagnement, le recours à ces prestataires. Je ne sais pas si. Je ne sais pas. Lesquels ? Les prestataires. Ça va être Sopra. C'est Sopra. En fait, on peut vous faire passer la plaquette. Enfin, on peut, si les établissements sont demandeurs, nous, on peut faire en sorte que Sopra vous envoie sa plaquette tarifaire avec les prestations qu'ils pourront faire pour vous. Mais soyez conscients que Sopra ne fera jamais les actes de gestion pour vous. Ils peuvent vous accompagner, ils peuvent passer des éléments dans la machine, mais en aucun cas, ils ne prendront la décision de faire à la place d'eux. C'est pas leur rôle. D'où l'importance de prévoir lors de la mise en place du groupe de projet et de gérer ça avec ceux qui décident un accompagnement par l'intermédiaire de versement de primes. Ça aide énormément parce qu'on a besoin de compétences. On peut avoir la plus grande agence comptable ou le nombre de gestionnaires qu'on veut, mais ce qui compte, c'est les compétences. Et malheureusement, il va falloir compter sur les mêmes personnes, ça a été dit tout à l'heure. Et pour ces personnes-là, moi, je préfère donner une prime à un cadre que de faire appel à un cabinet qui va me faire travailler mes cadres. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, Joseph. Oui, bonjour. Je suis Joseph Dion à Nanterre depuis peu. Alors, ce que je peux dire, et ça peut peut-être contribuer aussi à la réflexion, c'est que moi, je n'ai pas assisté, bien sûr, à toute la fin de préparation, puisque je viens d'Evry. Donc, j'assiste au début de préparation d'Evry. Et j'arrive à Nanterre après ce qui aurait dû être une bascule complète. Enfin, pas tout à fait, puisque là, on est à mi-avril. Voilà, donc ça peut être intéressant parce que finalement, je m'aperçois qu'à Nanterre, je peux comprendre que l'agence comptable n'a pas été associée justement sur la dernière période sur les aspects strictement comptables. C'est-à-dire que je comprends, je découvre qu'il faut effectivement transporter un petit peu l'architecture de CC vers CIFAC+ au niveau des comptes. Ça semble pas avoir été fait correctement ici. Donc du coup, la bascule qu'on vient d'essayer de faire en prod nous donne un résultat du 515 multiplié par 2. Voilà, c'est intéressant. Nous avons des comptes de classe 4 qui sont à solde erroné. Voilà, et les pièces qui ne basculent pas. Donc, on est en situation d'urgence. Et donc, vous n'allez pas terminer, monsieur? Je ne sais pas si on a terminé ou pas, mais enfin, moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. On est le 15 avril, d'accord, et je suis incapable d'avoir une compta qui tient debout pour commencer mon exercice. Donc, c'est assez catastrophique, que ce soit pour les fournisseurs, que ce soit pour les équipes ici qui ne peuvent pas faire leur rapprochement correctement. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand même, je tenais à insister justement sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'association de l'agence comptable jusqu'au bout, et pas seulement sur des questions qui concernent strictement l'ordonnateur, parce que effectivement derrière, il suffit pas de se dire chouette, on peut à nouveau engager en 25, il faut aussi que la compta tienne debout. Donc là aujourd'hui, c'est pas le cas là où je suis, donc c'est la raison pour laquelle je fais passer un message personnel. Je ne souhaite plus qu'il y ait des échanges entre l'AMU et l'assistant fonctionnel sans l'agence comptable pour résoudre le problème de Nanterre. Donc on participera systématiquement aux échanges avec Monsieur Fonseca, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce que vous dites, du coup, renforce encore plus ce qu'ont dit vos collègues. Il faut absolument que l'agence comptable soit impliquée dès le départ. Bon, là, après, quand il y a des changements au sein de l'agence comptable, je comprends que ça complexifie. Après, vous n'êtes pas le seul qui n'a pas fini sa reprise des PNS et des IMO, ça c'est certain. Vous êtes beaucoup plus en avance que la vague pilote qui a fini de reprendre ses PNS en novembre. Donc nous sommes en avril. Nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement auprès de la vague B pour vous permettre de finir cette reprise des PNS. Après, vous mettez plutôt en exergue des problèmes d'organisation interne
qu'on peut difficilement gérer à votre place. C'est aussi la difficulté qu'on a à l'AMU, hein. Souvent on nous tape dessus parce que c'est pas fini. Alors, il est clair que nos programmes n'étaient pas parfaits, et on s'en excuse, mais souvent, c'est qu'en face, des fois, il n'y a pas forcément assez de communication entre les équipes. Ça n'est pas du tout, mon objet n'est pas du tout de contester quoi que ce soit, hein. C'est plutôt l'idée de dire que moi, je considère que je ne suis pas dans une situation satisfaisante, donc je vais effectivement utiliser vos prestations d'accompagnement, mais par contre, je considère que il faut que j'en fasse partie, ou à tout le moins mon équipe, pour être bien certain que les échanges soient vraiment optimisés par rapport aux problématiques strictement comptables qu'on peut avoir. Et l'assistance fonctionnelle fait ce qu'elle peut, elle aussi, mais elle n'est pas forcément toujours au point sur les problématiques strictement comptables. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister. Et pour ce qui concerne mon établissement, il faut vraiment qu'on soit systématiquement associé à vos échanges pour essayer justement d'être plus efficace. Oui. Après aussi, nous, on communique souvent au chef de projet en lui disant bien, on va faire cet atelier, invite les personnes de ton établissement qui sont concernées, puisqu'on ne vous connaît pas. Bon, là, vous êtes agent comptable, on vous connaît, mais selon les organisations, les tâches peuvent être confiées à différentes personnes. Et c'est pour ça, ça rejoint sur l'organisation interne, identifier les profils, pour que justement, quand nous, on envoie des invitations, elles soient relayées aux bonnes personnes. Bon, là, on vous rajoutera dans les invitations. Oui, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que souvent, c'est déterminer qui est le bon profil pour chaque réunion, c'est plutôt de la responsabilité du chef de projet que de nous, l'AMU, parce qu'on ne connaît pas assez bien l'organisation interne de chaque établissement pour identifier nous-mêmes le bon profil à inviter à chaque réunion. Donc, voilà, en général, d'où peut-être éviter de faire en sorte que ce soit l'assistant fonctionnel, parce que je considère qu'il a le nez dans le guidon, et donc évitons que ce soit les assistants fonctionnels qui soient les chefs de projet. Enfin, c'est une suggestion, si je peux me permettre. Ouais, après voilà, on ne va pas faire non plus le cadre de votre établissement, parce que c'est moi qui l'accompagne, donc je sais bien de quoi vous parlez. Mais typiquement, je crois que M. Fonseca a été un peu désigné d'office parce qu'il fallait un pilote dans l'avion. Ouais. Il avait conscience. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Oui, non, mais ça, du coup, c'est un problème interne. Mais oui, bien sûr, c'est pas vous. Mais comme on est dans un REX, je pense que c'est important, à la fois pour ceux pour lesquels ça a bien fonctionné, comme ceux pour lesquels, qui sont encore un petit peu en situation difficile. Je pense que c'est important d'entendre tout ça aussi. C'est-à-dire qu'un chef de projet ne peut pas être quelqu'un qu'on désigne. Oui. En tout cas, vous serez associé, je vous enverrai les invitations déjà planifiées avec votre établissement. Merci beaucoup. Vous serez associé et vous pourrez associer après. Nous, notre discours, c'est au moins on a un point d'entrée, à vous de le diffuser, et je tiendrai le même discours devant 15 personnes, 30 personnes d'établissement s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il y avait une question, quel pourcentage d'établissements du nombre n'ont pas basculé sur CIFAC+, sur la vague B? Donc au départ, il devait y en avoir 15, finalement il n'y en a que 12 qui sont partis. Pour des raisons diverses. Il y a un établissement qui n'est pas parti parce qu'il avait eu un problème de situation budgétaire, un autre parce que sa mise en qualité était trop loin de l'attendu, donc il a préféré décaler d'1 an. Et un troisième parce que justement, il n'arrivait pas à faire les 2 projets de front, ESR Mission et CIFAC+. Je vous fais les grandes lignes en gros. Avec des ressources restreintes. Oui, dans les 3 cas, avec des ressources restreintes, c'est pas très grave en soi. Voilà, nous, on préférait que tout le monde parte, mais on ne veut pas non plus mettre toute l'équipe d'un établissement en burn-out. Donc, si vraiment ça devient insurmontable pour un établissement, il est parfois plus prudent de décaler d'1 an pour avoir le temps de bien faire sa mise en qualité, gérer ses autorisations et autres de manière moins chronophage, on va dire. Voilà. Alors, pour la vague C, combien au départ et combien actuellement? Donc, je crois que c'est 26 actuellement. C'était 27 au départ. Et on va sûrement finir à 25. Parce que justement... Ouais, sur ce qui a été dit par rapport aux établissements de la vague B et globalement tout le monde, hein, et je me permets, je suis un vieux comptable dans 3 ans à la retraite. Si on attend d'avoir l'ensemble des moyens pour démarrer un projet,
on ne démarrera jamais le projet. C'est ainsi que fonctionnent nos établissements et nos structures, quoi. Si on veut border tout soit nickel d'entrée de jeu, je vous faites bon courage, il y aura toujours un motif, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire là, il nous manque quelqu'un, je ne peux pas y aller. Donc il y a un portage, et c'est pour ça que le portage politique, il est important. Quand c'est une décision de la présidence de dire on bascule à CIFAC Plus en telle année, tout le monde y va avec les moyens dont on dispose. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des temps assez délicats à gérer en fin d'exercice, en début d'année. Mais j'ai eu au cours de ma carrière plusieurs projets de basculement, tout ce qu'on veut, et à chaque fois, je veux dire que si on avait attendu les moyens supplémentaires, on y serait toujours. Hein. Ce que j'ai là, il vaut aussi pour la mine, d'une certaine manière. Vous n'avez pas vous démultiplier. Ouais, mais je ne peux pas forcer les gens à basculer voilà. quand ils viennent vers il y a des choix à faire, mais c'est un constat, hein, c'est l'expérience. Je pense que mes collègues pourraient dire la même chose. Je pense que tout n'a pas été parfait chez nous. Il faut arrêter de rêver. Nous, on appelle nos chefs de projet en janvier. Il a fallu à un moment donné faire ces efforts. Et ce qu'a dit Joseph Dion est très important. Si ça fonctionnait chez nous, c'est parce que l'agent comptable a été associé. Sans agent comptable, il n'y avait pas de bascule à CIFAC+, que les choses soient claires. Donc, il faut associer les agents comptables, et je dirais même que les collègues agents comptables, je le répète, doivent jouer un rôle important dans cette bascule. Ils doivent être leaders ou co-leaders, à minima. Moi, je dirais le triptyque, c'est l'agent comptable, le DAF et le DSI. Hein. Exact. Et ne pas oublier un portage politique. Pour moi, ça, c'est fondamental pour un basculement à CIFAC+, dans des bonnes conditions. Oui, alors je ne disais pas ceux qui bossent, parce que l'agent comptable, le DSI et le DAF, ils font rien. Ouais. C'est juste dans le portage, justement, politique. Je précise. Non, mais c'est important ce que vous venez de dire, Laurent. Il faut vraiment que les trois directions soient associées, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un volet DSI, de gestion des utilisateurs, de raccordement aux API qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a certains sites VAGB qui l'avaient un peu sous-estimé et qui s'en mordent un peu les doigts. Il y a, voilà, bien sûr, la partie DAF pour tout l'aspect référentiel engagement, mais elle doit absolument travailler avec l'agence comptable. Marie-Laure l'a redit, Limoges l'avait dit. Si elle travaille toute seule pour identifier le périmètre, elle peut oublier des éléments importants qui bloqueront votre reprise des PNS. Donc voilà, c'est un travail de collaboration entre les équipes nécessaire. Il y avait une dernière question. On n'a pas vraiment répondu, je pense, à Virginie pour la vaccée. Si, je le dis, il y en a un ou deux qui risquent, voilà. Mais comme dit Jean-Gilles, après, c'est des choix internes. Mais comme on a récupéré un petit peu ceux de la vague oui, B, les deux qui se sont basculés en C, bon, ça fait la balance. Voilà. Après, quand même, je tiens à signaler que la dernière année de migration, ça sera janvier 2028. Et là, ceux qui sont sur cette vague, ils ne pourront pas faire ce choix-là, de se dire, oh, finalement, je veux un an de plus. Ce n'est pas de notre faute à nous, AMU, mais c'est plutôt SAP qui nous contraint à ça. La version ECC sur laquelle vous êtes, sa dernière année de maintenance, c'est 2027. Donc, de toute façon, le 1er janvier 2028, tout le monde doit être migré. Si vous ne l'êtes pas migré, la version, votre CIFAC ne sera plus maintenue. Et pas par volonté de l'AMU, mais bien par imposition du fournisseur. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Voilà, ce luxe qu'ont certains là, de se dire je ne suis pas complètement prêt, je décale d'un an, à un moment donné, ce ne sera plus possible. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de partir cette année, hein, mais voilà, janvier 28 au plus tard. Et après, il y avait une question. Avez-vous demandé des aides ponctuelles dans vos services? Donc ça, c'est plutôt à vous, la question. Marie-Laure, Jean-Gilles. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu un renfort d'une fonctionnelle CIFAC qui nous a quittés, elle a fait autre chose, là, Muriel Gomez, qui connaissait CIFAC. Et un prestataire qui nous a accompagnés, mais nous c'est particulier à notre prise, sur la mise en qualité, enfin plutôt le mapping des données et la reprise des données. Voilà. Ça c'est côté agence comptable, hein. Côté ordonnateur aussi, il y a eu des renforts. Non, pas de renfort particulier, si ce n'est SAP pour de la formation, et aussi sur le point particulier que j'évoquais tout à l'heure, c'est la fusion d'un des SACD avec le budget principal, donc où ils nous ont aidés parfois dans la confection des fichiers de reprise. Peut-être Virginie sur d'autres points que j'ai oubliés depuis, mais c'était quelques jours hommes, hein, c'était pas énorme.
Alors, pas de renfort chez moi, mais on a fait appel. Nous, on a organisé, on a les services centraux et 3 facultés, santé, sciences et lettres. Et on a fait appel aux directeurs, aux directrices des affaires financières, des achats, pardon, des finances et des achats, des facultés ponctuellement, pour nous aider notamment sur les reprises. Donc, plutôt de l'aide interne. Il y a une main levée. UPG. Je vois pas, UPGP. Bonjour, bonjour à tous, Philippe Warmel, Université Picardie-Jules Verne. Tout d'abord, je voudrais remercier les intervenants, parce que c'était riche et éclairant sur beaucoup de sujets, notamment sur les difficultés à anticiper et puis sur le besoin de synergie entre les différents services. Moi, au-delà de toutes les questions qu'on peut se poser au quotidien, et notamment sur la période de mise en qualité, comme actuellement chez nous, on a une question qui est récurrente, qui revient et pour laquelle j'aurais aimé avoir des éclaircissements. Alors peut-être pas de la part des collègues, mais peut-être tout au moins de la part de l'AMU. Nous utilisons actuellement un module APEX dans l'espace numérique de travail pour les IMO. Ce module nous permet notamment de faire des interfaces avec CIFAC. Est-ce que, avec le bascule CIFAC+, ce module IMO, chez nous, notamment, via l'ENT, sera toujours fonctionnel avec CIFAC+. Alors, à date, il n'y a pas d'API disponible qui vous permet de raccorder ce module à CIFAC+, mais ça fait bien partie des API qu'on doit ouvrir dans le plan produit. Par contre, au 1er janvier 2026, ça ne sera pas disponible. Non, mais bon, j'ai bien compris que de toute manière, la brique IMO, ce n'est pas celle qui est prioritaire. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait quand même quelque chose qui soit avancé pour le milieu de l'année prochaine. Il faut un arbitrage du COPIL. C'est pas moi seul qui prend les décisions. En fait, là, on a un catalogue d'API disponible. Effectivement, IMO n'est pas dedans. Au dernier COPIL, donc, où il y a des représentants justement d'associations des agents comptables, des DAF, des DSI, des représentants des DGS, etc. On a évoqué ce sujet-là, de savoir quels étaient les interops qu'ils souhaitaient qu'on mette en œuvre après ça. Ils n'ont pas encore acté. Il y a aussi des demandes d'ouvrir une API pour la gestion des tiers. Il y a l'API IMO. On n'a pas encore totalement terminé l'API flux de vente qui, elle, a déjà été arbitrée comme devant être mise en œuvre. Donc, on est en train de finaliser maintenant. Enfin, voilà, je ne peux pas vous répondre sur la date auquel elle sera disponible. Elle est bien désignée comme devant être mise en œuvre. Mais on n'arrive pas à mener tous les projets de front nous-mêmes, côté AMU. Ah, oui. Donc voilà, moi je miserais plus sur 2027 que sur 2026. Par contre, on peut quand même prendre attache avec toi, Philippe, justement pour bien savoir ton attendu, comment fonctionnait actuellement l'interface mise en place ECC, ENT, on va dire ça comme ça, et voir comment, à minima, on peut répondre déjà avec les outils livrés et en attendant l'API. Tout n'est pas forcément chaos parce qu'on n'a pas d'API. Voilà, c'est un peu ça le discours. Des fois, il y a des solutions de contournement qui permettent, si vous avez l'info dans un SI externe, de le recharger dans CIFAC+. Par exemple, l'API Pay n'était pas disponible pour les pilotes. Pour autant, ils ont intégré leur paye tous les mois. Ils nous transféraient leurs fichiers de manière sécurisée et la paye s'intégrait. Pareil pour flux de vente, l'API n'étant pas encore disponible. Ça n'empêche pas les sites pilotes ou vague B de nous transmettre des fichiers et finalement d'avoir le même résultat d'un point de vue fonctionnel, sauf que ce n'est pas transmis automatiquement, il y a une phase intermédiaire. Peut-être que dans votre cas, c'est ce qu'on mettra en œuvre dans un premier temps. Il y avait une question de l'Université de Caen, donc Emmanuel. Quid de l'activité des gestionnaires financiers pendant la période d'interruption? Comment vous avez géré ça? Je pense que ça rejoint la question du dessus. Est-ce que vous les avez impliqués ou non dans les tests? Ah, je n'avais pas lié les deux questions, mais pardon. Oui, on peut les lier du coup. On peut les lier, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez impliqué dans les tests? Impliqués dans les tests, oui, ça les a pas occupés à 100% de leur temps. Hein. On a trouvé d'autres occupations. Franchement, je ne me souviens plus.
Alors, il faut aussi se rappeler que dans beaucoup de laboratoires, le gestionnaire financier n'est pas que gestionnaire financier. Donc, il y a aussi la vie qui continue, il n'y a pas que des commandes à passer. Moi, je préciserais que côté INSERM, ils sont essentiellement en mixité, donc ils avaient aussi de l'activité par ailleurs. Donc, certains ont été associés effectivement à des tests, voire même à des petits groupes de travail pour monter des modules de formation, voire même pour faire des formations. Et certains établissements ont même mis à jour une dernière fois une pré-prod côté ECC en circuit fermé, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas d'acte de gestion qui puisse être fait en parallèle, hein, notamment l'édition de bons de commande. Voilà. Mais ça a servi aussi, notamment pour les services de la recherche qui devaient faire les justifs de convention, de prendre ce temps-là à partir d'une vraie information qui était captée au 31-12, de pouvoir continuer du coup de s'avancer et de ne pas rien faire en attendant la réouverture. Donc ça peut être une solution aussi chez vous, comme vous avez beaucoup de mandants pour certains. Il y en a un qui peut être dédié. Oui, mandant ECC, hein, j'entends. Oui, oui. Évitez d'en voir trop. 16h18, on a dépassé. On a dépassé. On a pas mal dépassé, mais bon, je veux dire que les échanges passionnaient les gens. Ouais. Il n'y a plus de questions. On remercie beaucoup nos 3 intervenants. Et merci beaucoup. Merci bien, oui, franchement. Merci beaucoup. Un grand merci pour ce retour. Merci. De rien. Et à bientôt. À bientôt. Et bon courage. Merci à vous aussi. On va bientôt pour la fin de la reprise comptable. On se voit bientôt tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.